Donc aujourd'hui, je parle de travail collaboratif en simplicité et efficacité. Avant de commencer, je vais juste mettre un petit avis légal. Je sais, on n'est pas aux États-Unis, je ne me ferai pas poursuivre par personne. Mais dans la présentation, je vais quand même beaucoup généraliser. On s'entend, ce n'est pas vraiment la mode de généraliser. On ne veut pas donner un statut à quelqu'un de force, mais c'est plus une question éditoriale, puis aussi d'y aller un peu de façon humoristique. Donc, soyez pas fâchés, soyez pas froissés. Je vise personne dans la salle. Je vise tous ceux qui ne sont pas WordCamp. Avant de commencer aussi, c'est important de mettre du contexte. Vous le savez tous et toutes, surtout dans la technologie, on a tendance à appeler quelque chose d'une façon, mais que pour une autre personne, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas dire qu'on va appeler un chat, parce que des fois, en technologie, un chat peut être un chien aux yeux de quelqu'un d'autre. Comme on le voit à l'écran, le contexte est quand même très important. J'ai été très, très soft parce que dans l'histoire des comic books, qui est un de mes dadas favoris, du out of context douteux, il y en a surtout là, dans ce qu'on appelle le Golden Age, l'ancien, le vintage. Donc, c'est quoi le travail collaboratif? Je me passais bien smart au début, tu sais, fait une couple d'années je travaille en agence, puis je disais, on collabore et tout. Finalement, en faisant ma recherche pour mon sujet, je me suis rendu compte que, évidemment, pour faire référence à ma slide précédente, je ne savais pas réellement c'était quoi du travail collaboratif. Selon Wikipédia, qui je sais, c'est pas très, aux yeux de tous, une source, mais récemment, le fondateur de Wikipédia a dit que finalement, il se sentait à l'aise de dire que son site était maintenant une source fiable. Le travail coopératif, c'est une coopération entre plusieurs personnes qui interagissent dans un but commun et qui partagent les tâches. Tandis que le travail collaboratif, ça se fait en collaboration du début à la fin, mais sans nécessairement définir des tâches. Si on veut une image un peu plus vulgarisée, c'est comme un peu plus une anarchie. Le monde font un peu ce qu'ils veulent en collaboration dans un but commun. Les méthodes de travail changent avec les années. Ceux qui ont écouté Mad Men ici ou qui sont peut-être un petit peu plus âgés que moi ont connu des méthodes organisationnelles différentes. Les gens se rappellent de Waterfall, des techniques où tu as un boss qui va dire à ton sous-boss, qui va dire au middle management, puis là tout descend, puis là il y a une personne qui fait un travail et tout, puis ça descend en chaîne droite. Il y a encore des gens qui travaillent de même, puis c'est correct, c'est pas aucun jugement de valeur. Des fois, il y a des petites boîtes ou des petits projets qui font en sorte que ça ne donne rien de faire un scrum à chaque jour quand le site est fait après une semaine. C'est normal. Par contre, quand on tombe dans du développement applicatif ou des sites qui sont plus gros, des sites avec des grosses plateformes, des interconnexions, on va retrouver beaucoup plus de collaboration ou de coopération. Plus ça évolue, plus ça se complexifie, c'est normal, à date, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Un projet qu'on connaît beaucoup, qui travaille sous le travail collaboratif. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Wiki? Mais je trouve que vous êtes trop loin. Asseyez plus proche. Et voilà. WordPress est 100% collaboratif. Collaboratif au niveau de, tu sais, on n'a qu'à regarder la structure, c'est tout est décentralisé, que ce soit du développement du core jusqu'à la traduction, jusqu'à les reviews et tout. Même les employés sont décentralisés, travaillent de façon collaborative. On ne rentrera pas dans les détails. Je ne suis pas automaticien. Je ne suis pas dans le secret des dieux à ce niveau-là. Par contre, si on regarde une structure plus classique, il n'y a pas juste dans le développement qu'il y a du collaboration. Ce n'est pas juste entre un programmeur X et Y. Dans un projet classique qui, normalement, selon des études qui ont été faites dans les sources ici-bas, prendrait environ 14 semaines, on a 4 semaines de découverte, 4 semaines de conception, 2 semaines de développement et 4 semaines de modification. Vous le savez tous, il y a plusieurs acteurs impliqués, que ce soit un vendeur, un chargé de compte, un gestionnaire de clients, un designer, un UX. Pour moi, la collaboration se fait aussi entre les départements. Il y a une coopération qui se fait entre les départements. Qu'est-ce qui est vraiment important dans tout ça, entre la première étape et la dernière étape, entre les différentes étapes? Qu'est-ce qui fait que WordPress est capable de fonctionner avec beaucoup d'employés, tout en étant partout dans le monde? C'est la communication. On ne se cachera pas, comme dans un couple, comme dans, je sais pas, un band de musique. Si la communication est déficiente, ça ne va jamais progresser. Puis si on regarde un projet gros de même,
Si la communication marche mal au début, la collaboration et la coopération n'est pas établie, l'effet boule de neige va se multiplier, plus que ça va aller, plus on s'entend, ça va être un peu problématique de livrer quelque chose de qualité. Donc, on va rapprocher ça un peu dans notre dada, donc WordPress. Dans un monde où WordPress prend de plus en plus de place, les situations donc, où on doit collaborer ou coopérer, c'est à votre guise de l'appeler comme vous voulez, on ne sera pas trop précis ou on ne sera pas trop sévère sur les définitions, ça devient de plus en plus fréquent. On peut parler d'une agence qui fait affaire avec un sous-contractant. On peut parler d'un employé qui part en vacances ou qui lègue son travail à un autre collègue. Ou on peut parler de deux freelancers, excusez pour l'anglicisme, qui vont s'associer le temps d'un projet de plus grande envergure. Tous ces gens-là, qui ont toutes des réalités différentes, vont collaborer ou coopérer à un point dans leur carrière. Vous savez, un projet aussi, ça a pas mal tout le temps le même pattern. On commence, on sent comme Superman, Superwoman, on vient de finir de parler avec notre chargé de projet ou avec notre client, on se dit « ça va bien aller, 2 semaines, 3 semaines, ça va être ton bêta, puis une semaine après, on te le livre. » Par contre, qu'est-ce qui arrive? Chargé de projet, il arrive, il dit « ouais, je viens de parler avec un tel ou une telle, j'ai 2 projets qu'il faut que tu me fasses rush. » Oui, mais... Non, rush. Ou, l'autre meilleur, vous avez 4 projets en stand-by. Ça faisait 3-4 mois que vous n'avez pas de nouvelles des clients. Les 4 vous écrivent un vendredi à 3 heures. Tout le monde rit, je me sens bien, je ne suis pas le seul qui vit ces problèmes-là. C'est comme, ouh. Des fois, tu penses que tu es comme mal organisé et que c'est toi le problème, mais au moins, là, c'est comme, ça fait du bien. Là, ce qu'on fait, on appelle des renforts. On a tous un ou une ressource, un Maxime ou un Jean-François, de confiance vers qui on peut se tourner lorsque nécessaire. Je ne dis pas qu'ils sont aussi efficaces que Chuck, mais ils ne sont pas loin. On l'aime tout, Chuck. De plus, il y a un autre facteur qui se rentre en ligne de compte. Je ne sais pas si vous étiez là hier dans la conférence de Brian, ou en tout cas dans les années précédentes, parce qu'on s'entend, Brian, il fait toujours les conférences, puis ils sont toujours aussi le fun. WordPress grandit, grossit ou évolue. La part de marché augmente sans cesse. Ça a commencé à ralentir un peu, c'est normal. Mais récemment, j'ai regardé, on parle de 59% de tous les CMS ou 28% de l'enveloppe totale de tous les sites web sur le web. Ça fait beaucoup de sites web. Cette réalité-là, ça l'amène une nouvelle situation. C'est-à-dire le client qui arrive vers vous, l'agence ou le programmeur ou le développeur ou peu importe votre entité, le blogueur, avec son site qui est déjà fait. Historiquement, quelqu'un pourrait faire son site en peu importe la technologie, que ce soit du HTML avec des tabs dedans ou avec du Joomla, pour justement citer Brian encore hier, ou du Drupal. Et ensuite, après la durée de vie de son projet, ben, il mettait à la poubelle, il recommençait. Parce qu'exemple Drupal, ben, il y avait une nouvelle version de Drupal, puis ça ne portait pas à la nouvelle version. Maintenant, on arrive, tout le monde a un site WordPress. Quand je dis tout le monde, on s'entend, je généralise. Et va arriver, vous aurez donc à travailler avec le code d'un autre. À partir de maintenant, on va prendre une tangente un peu plus programmation, où on va parler un peu plus de gens qui jouent dans le code. Si vous ne jouez pas dans le code, ça ne veut pas dire que ça ne s'applique pas à vous, parce qu'on s'entend, dans le WordPress, on peut arriver à une solution finale sans être un expert de programmation. On n'a pas besoin d'avoir un PhD en Laravel ou en orienté objet pour être capable d'arriver à nos fins. C'est ça qui est le fun avec WordPress. Donc, vous aurez à jouer dans les plates-bandes d'un autre. C'est OK, c'est beau, tu sais, on s'entend tout le monde est d'accord, tout le monde rit, tout le monde fait des oui, donc il n'y a pas de problème, Guillaume, tout est beau. Non? Est-ce qu'il y aurait des problèmes? En effet, qu'il va en avoir des problèmes. Pourquoi? Je trouve que nos efforts sont mis pas à la bonne place. Je trouve qu'on ne met pas assez d'efforts pour simplifier la collaboration ou la coopération. C'est un peu abstrait, je vois des looks un peu, le point d'interrogation, c'est normal, c'est voulu, on y arrive. Dans le fond, ça va faire peut-être 2-3 ans que je suis les WordCamp de façon plus assidue en personne. Auparavant, je les écoutais sur WordPress.tv. Et je remarquais un genre de trend, une mode, qui, au fil des années, puis moi je suis souvent les tracks plus techniques, qui se répétaient.
on parlait de development workflow, c'est-à-dire des processus de développement et de déploiement. C'est quoi en gros? Imaginez un tel une personne gère tout en ligne de commande WP CLI avec Vagrant, puis il fait son linting de CSS avec Grunt. Un autre va dire, moi je ne jure que par Docker, parce que j'ai trouvé les packages sur le site de TenUp, puis je clame haut et fort les vertus de Bitbucket. Imaginez la face du gars ou de la fille qui, lui, ben, moi je viens de découvrir WAMP, là. Ça fait comme 2 semaines, je suis tout content. Je développe encore avec Notepad++ ou Dreamweaver, puis je pousse mes développements live en FTP, puis des fois je fais refresh sur mon site pour être sûr que ça a bien marché. Là, je vois qu'il y a des gens qui se reconnaissent un peu dans une des 3 catégories ou qui ont déjà entendu parler de ça, puis c'est correct. Ouais. Est-ce qu'il y a une méthode qui est meilleure qu'un autre? On n'est pas là pour parler de ça. Je vais laisser le débat à une personne qui est un expert plus que moi. Mais est-ce qu'à la fin, on peut arriver tous et toutes au même résultat, peu importe comment on le fait? Ça, c'est oui, sans équivoque. J'ai vu des gens développer avec des systèmes. Écoute, je pense qu'il aurait pu aller sur la Lune avec son système de développement. Puis son site était dégueulasse. Puis au contraire, j'ai par pur hasard retrouvé des sites que j'ai faits il y a trop longtemps, que je ne veux pas nommer le nombre d'années. Juste à regarder mes cheveux gris, vous allez savoir combien de temps ça fait. Qui avaient comme été développés de façon ultra simple et qui marchaient encore. Donc, c'est un sujet qui est super intéressant. Mais je trouve qu'on lui donne beaucoup trop d'énergie pour trouver un moyen d'optimal. Imaginez la personne, c'est comme la mascotte, elle vous dit, puis elle essaie de vous vendre quasiment comme le gars qui vend les chamois à la télé, comme quoi c'est la meilleure solution, puis c'est ça qu'il faut, puis c'est ça la meilleure. C'est oui, mais je veux dire, moi je trouve pas ça normal d'essayer d'engager les gens vers cette rangée-là, alors que il y a tous les chemins mènent à Rome, il n'y a pas une façon de s'y rendre. Il y a où le problème alors? Je vais vous l'expliquer, c'est pour ça que je suis là. J'espère être capable de le faire de façon claire et concise d'ici la fin du speech. Si vous vous rappelez, tantôt, je disais qu'on allait parler avec des clients qui arrivent avec leur site. On y est. Donc, le client arrive avec son site. Puis des cas d'exemple, j'en ai, je pourrais vous en donner à la tonne. Malheureusement, on a juste 45 minutes, puis je vais essayer de le meubler sans vous alourdir de trop d'exemples. Mais on a tous connu un client avec un site, pas un site qui était fait il y a 3 ans. Là. On parle d'un client que son site, ça va faire 1 an et demi, 2 ans qu'il est en développement, ce qu'on appelle communément le Development L, qui vient d'être livré il y a 1 an, ou 1 semaine, pardon, et qui a des problèmes. Ou un site qui n'est même pas encore livré, qui est en bêta, mais il n'est plus capable de sentir son ancienne agence ou son ancien développeur, puis là, il vient nous voir en pleurant, figurativement parlant, et on n'oublie pas, je généralise. Je vais donner un exemple. Où ce que je travaille actuellement, on avait pitché sur un projet. Le projet avait été costé par moi et mes collègues environ 55 000 $. Évidemment, on ne l'a pas eu. C'est que ça s'en va. Le projet fait son cours de vie par ici, comme ça. Il arrive à la fin, il est fini. Tout d'un coup, ça revient par ici. Là, ça fait comme, tu sais, là, je suis comme, oui, allô? Ouais, on aurait peut-être besoin d'aide. Mon site, il va pas bien, tu sais. Ça marche pas. Ah, OK. Finalement, on apprend au fil des discussions qu'il avait réussi à trouver un soumissionnaire qui avait coté 30 000 de moins que nous. Ça vous rappelle, ceux qui étaient ici tantôt, le speech de Maxime? Ils ont eu un site web. L'autre site web était pareil, mais ce n'était pas la même affaire. Ça l'arrive. Donc, on se remet dans notre contexte. Le client, le chargé de projet, peu importe, vient vous voir, puis on sait comment ça marche. Hein? On est en train de jongler 2, 3 projets en même temps, je suis en train de faire une migration, je mets un autre site en ligne, je fais du contrôle qualité, le client arrive, oh oui, je regarde ton site, ça a l'air bien cool, c'est bien clean, pas bien long, on va te le faire, on va t'aider, c'est pas de problème, on va te faire un petit devis, ça s'en vient. Et là, un petit peu plus tard, le devis est fait, on commence le travail, mais là, les surprises arrivent. Je vais énumérer quelques surprises que j'ai eues moi personnellement. Ces surprises-là, ça ne sont pas inventées. Même si je voudrais les inventer, je n'aurais jamais été capable de les inventer. Et se sont tous produites dans les 24 derniers mois.
Donc, je vais me tourner de bord parce que je ne me rappelle plus ce que j'ai écrit. J'ai eu des sites livrés avec des plugins ou des thèmes qui n'étaient pas à jour, la base. Mais on ne dit pas, comme je disais tantôt, pas un site qui a été livré il y a 6 mois. Là. Il a été livré la semaine passée. Le thème, c'est pas des, tu sais, à qui se mettre, il y a eu un 1.1. Non, non, non. Des versions, genre, on va dire, exemple Gravity Form, on était rendu à 2.2, c'était 1.8. Ceux qui suivent le développement de Gravity Form, c'est à peu près 1 an et 18 mois de développement. Pourquoi? Je pense qu'on pourrait avoir une réponse là, là et là. Ils seraient toutes différentes, mais elles seraient toutes bonnes. Est-ce qu'ils voulaient économiser de l'argent? Peut-être. Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une nouvelle version? Peut-être. Est-ce qu'ils s'en foutaient, pour rester poli? Peut-être. Toutes les réponses sont bonnes. Ou pire, le site avait été pensé pour être hosté sur un hébergement cPanel et la joie, cPanel a une petite option qui va aller rajouter une ligne dans votre WP-config. WP-config, c'est comme l'espèce de contrôleur de WordPress, c'est là qui met toutes les règles de ce qu'il a le droit de faire et pas faire, qui barrait les updates. Donc, le site aurait été mis en ligne, live, il n'aurait jamais été updaté. Est-ce que quelqu'un ici trouve que c'est une bonne idée? Vous voyez, je vous disais, vous êtes tous ici, vous avez toutes des bonnes qualités, puis tous ceux qui lèvent la main ne sont pas WordCamp en fin de semaine. Ou, ça, là, je vais rentrer dans du technique, je l'assume. Je pense que je n'ai même pas rephrasé mon affaire, je l'ai mal phrasé. Des fonctions custom dans la fonction.php, excusez-moi un peu pour la redondance, donc je veux dire des fonctionnalités personnalisées qui ont été intégrées dans le fichier fonction.php. C'est ça que j'aurais dû écrire, mais hier à 2 h du matin, je me suis dit qu'il fallait que j'aille me coucher. Ou des fois dans les templates de pages, comme vous le savez, WordPress utilise ce qu'on appelle un système de templating, je ne sais même pas comment ça s'appelle en français, et dans lequel on peut justement définir, exemple, la page contact ou une page à propos, puis on va hard-coder, on va préciser en programmation PHP des fonctions plus avancées que juste un éditeur de texte. Normalement, je vais essayer, imaginer que j'ai du code ici. Je ne voulais pas mettre de code parce que je trouve ça toujours lourd et je ne savais pas si l'Internet marcherait de toute façon. Il y a toujours un en-tête, ce qu'on appelle le file header. Si vous ouvrez un fichier PHP, vous allez le voir, ça fait comme /étoile, puis là, ça veut dire ceci est le plugin, on va dire à qui se mettre. Développé par Automatique, version 1. quelque chose, puis là, ça l'explique un peu c'est quoi. Ensuite, on passe à un entonnoir. On commence en haut, c'est l'entête, le milieu de la page, puis le footer. Normalement, il y a une hiérarchie. On va commencer à afficher en haut ce qui est utilisé en premier, les fonctions les plus récurrentes, puis en bas, complètement, celles qu'on ne voit jamais, là, genre à 14 millième ligne de code. Il ne faut pas qu'il y ait 14 000 lignes de code en passant, c'est une généralisation. C'est la fonction qui est moins utilisée. Mais là, il y a quelqu'un qui a décidé, « Hey, moi, ça ne me tente pas de scroller 14 000 lignes de code, mais à mettre en haut complètement avant mon file header. » Ish. C'est le fun quand tu programmes, puis tu vois, hey, c'est pas long, j'ai ma ligne de code tout de suite en haut en premier. Mais quand tu as un réflexe de bon programmeur qui suit les étiquettes de pratique courantes, tu rouvres ton fichier, tu t'en vas en bas, ben, tu le cherches longtemps. Hein? Jusqu'à temps que quelqu'un fasse. C'est parce qu'il est en haut, première ligne. Autre chose que je pense que j'ai oublié de mettre dans mon. Oui, je vais vous en parler. Ce qu'on appelle des short tags. Les short tags, c'était bien le fun il y a genre une dizaine d'années. Quand on rouvre du PHP, on met un plus grand que, point d'interrogation, on écrit PHP. Ça dit au browser, à l'engin, au serveur, que vous allez mettre du code PHP. Il y a quelques années, on faisait juste plus grand que, point d'interrogation, puis on commençait tout de suite du PHP. Puis ils le savaient. Mais avec toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles façons de programmer, les serveurs maintenant, par défaut, ne vont pas interpréter ça automatiquement. Donc là, exemple, on reçoit un site, ça m'est arrivé, expérience vécue, j'ai un collègue dans la salle qui va pouvoir en attester. La semaine passée, il y a une recherche de membres sur un site. L'ancien hébergeur répond plus, on l'amène sur nos serveurs. Il y a une section complète de recherche de membres qui ne marche plus, puis il y a du code qui apparaît dans la page. Là, on check, boum, 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 c'est les short tags. Mais là, le problème, c'est évidemment, c'était programmé super parfait, donc on avait à peu près 14 000 lignes de code à aller chercher un peu partout, puis on a réussi à les trouver. Il ne faut pas faire de short tag. On met toujours PHP, XML, whatever, on spécifie. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des gens qui sont peut-être moins techniques. Mais par contre, j'ai gardé les meilleurs pour la fin. Donc, un autre projet qu'on a eu moins de 12 ans, je vais vérifier, je suis rendu à combien de temps? Parfait. On a eu un projet qui, dans le domaine de l'assurance, je ne veux pas trop nommer de nom, ça serait plate, puis on n'est pas là pour ça. Le projet arrive, encore une fois, il était ailleurs, pas satisfait, vient nous voir.
Juste une petite parenthèse. Ceux qui travaillent avec moi ou qui m'ont côtoyé savent que de ce temps-ci, depuis 2 ans, à cause de cette espèce de tangente dans l'industrie, je me suis spécialisé, je suis rendu le calinette du WordPress. Les gens viennent me voir avec des sites qui ont pogné l'humidité, qui ont commencé à pourrir d'infondations, puis nous, on les refait. Je trouve ça bien drôle. Donc, on a un site, on est en train de faire ce qu'on appelle du gros refactoring ou du reverse engineering. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce qu'évidemment, le client n'a jamais de documentation, il n'y a pas de business case, il ne sait pas qu'est-ce que son site est supposé faire. Parce que ça a été développé il y a 1 an ou 2 ans. Mais personne n'a pensé le documenter, pas de documentation technique, pas de suivi de courriel. Évidemment, pourquoi faire ça? C'est pas important, personne ne l'utilise, sauf l'agence qui va travailler dedans dans 2 ans. Donc, on a eu du code commenté. Là, je suis comme, ah, c'est parfait, on a des commentaires de code en russe. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de faire Google Translate avec du russe ici? Ça ne marche pas. Essayez pour le fun, écrivez, mettons, j'aime mon chat, traduisez-le en russe, puis retraduisez-le dans votre langue. Puis je pense que vous allez avoir à peu près 14 réponses différentes. Sinon, on dit, la personne a fait des fonctions, il a fait des fonctions personnalisées. C'est un bon programmeur. Il a voulu comme offrir une solution super personnalisée au client. Il voulait lui donner comme exactement ce qu'il voulait. Jusqu'à là, tout va bien. Il a mis ses fichiers dans WP Admin, WP Include. Là, c'est comme dire hey, je vais mettre du diesel dans mon moteur à essence, ça devrait marcher. Ça ne marche pas. Donner un exemple de ce qu'on fait en sécurité quand un site est hacké, puis on est en mode urgence. Puis, des fois, on arrive justement encore le client qui arrive parce qu'il pleure puis il a besoin d'aide. Il n'y a pas de backup. Fait que il n'y a aucun backup. C'est que tu vois son WordPress. Ah, il y a WordPress, on va dire 4.7.5. C'est bon, c'est correct, il est à jour. Mais il y a eu du file injection. File injection, c'est que quand son site s'est fait hacker, il y a quelqu'un qui a été modifié des fichiers. Fait que là, tu as 2 options. Je vais le coter pour comme 50 heures, puis je vais faire tous tes fichiers un par un, puis je vais tout trouver où est-ce qu'il y a du file injection dans le PHP. Ou je prends mon dossier WP Admin, WP Include, je l'efface. Puis je le réinstalle à partir des fichiers officiels de WordPress.org. Qu'est-ce qui serait arrivé si ce site-là, il aurait été hacké, puis le client est en urgence, puis j'efface tout? On s'entend, j'avais fait des backups avant. Mais c'est pas grave, c'est juste pour expliquer le concept que c'est dangereux. Il existe le WP-content/theme ou /plugin pour justement mettre ces plugins-là, ou ces fonctions-là. Quand même. Dans la même lignée, dans la même ordre d'esprit que ça, on voit souvent des gens qui vont dire, encore une fois, je reviens avec mon client qui était avec le répertoire de membres, il y a un formulaire d'inscription qui est un formulaire d'envoi avec un paiement. C'est que les gens en général vont faire, je vais mettre Gravity Form, je vais mettre une passerelle Stripe ou PayPal, ça va bien aller. On s'entend, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé hier, là. Ça fait longtemps que ce système-là existe. Non. La personne va programmer un formulaire from scratch avec un paiement from scratch, tout au complet, mais il n'y a aucune documentation. C'est que ça, c'est des affaires de même qui arrivent où ce que les gens, comment on pourrait dire en anglais, they don't know better, peut-être, ils s'en foutaient, peut-être, ou ils voulaient charger plus d'argent aux clients, peut-être. Il y a plein de solutions, puis ils sont pas mal, pas de solutions, il y a plein de raisons, elles sont pas mal toutes bonnes, une et l'autre. Est-ce qu'il y en a qui veulent se mouiller? Est-ce qu'il y en a qui veulent nous partager des exemples d'histoires d'horreur qu'il y aurait eu? Je pense qu'il n'y en a pas, ou ils sont gênés. On n'a pas assez de temps. Oui, ça, c'est vrai, en effet. Donc, comme en effet, tel que Nathan Fillion, des fois, on est un peu sans mots. On se demande qu'est-ce qu'on fait. On est un peu découragé de la vie. J'ai failli amener mon tapis de souris. Ceux qui me connaissent sur les médias sociaux savent que je me suis acheté un tapis de souris qui est Jean-Luc Picard qui fait un facepalm. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un facepalm, c'est tout simplement quand on est découragé de la vie, parce que justement, il y avait trop de moments décourageants. Donc, je me suis dit, en regardant mon Jean-Luc Picard, je vais pouvoir comme, me sentir bien puis comme vivre un moment avec lui à chaque fois. Donc, comme je disais tantôt, ce que je vais m'apprêter à dire, ça ne s'applique pas à vous, personne ici. Premièrement, personne n'avait la main tantôt quand il se sentait visé. Ça s'applique seulement à ceux qui ne sont pas au WordCamp. Parce que les bons programmeurs WordPress, on le sait, ils viennent tous au WordCamp, à part quand ils ont des petits problèmes personnels ou des problèmes d'horaire, ça c'est correct, on va les pardonner. Donc, le problème, il est où? Le problème, il est dans la qualité du travail effectué, du produit qui est livré au client. Trop souvent, le travail qui est effectué dans ou avec WordPress fait très dur. Je pense que pendant que tout le monde était ici tantôt pour la présentation de Maxime, le facteur Fiverr est l'extrême
preuve de ça. Mais dans des exemples plus locaux, il y a aussi des gens qui vont jouer dans le code WordPress qui ne devraient peut-être pas y aller. C'est correct. Pourquoi? Bien, c'est un peu la faute à Matt. Matt, c'est le fondateur de WordPress. C'est un super bon Jack, Matt. Je l'ai déjà rencontré une fois, c'est bien le fun. Mais c'est parce que la mission de WordPress, c'est de démocratiser la publication sur le web. C'est de rendre la plateforme la plus accessible possible. C'est super bon. Puis, si je suis ici en train de vous parler, c'est parce que, justement, quand WordPress 1.5 est sorti, je pense en 2006, c'était facile d'accès, j'ai commencé. Puis, X années plus tard, j'ose même pas compter le nombre d'années, ça fait peur. Je suis ici en train de vous parler. C'est que c'est facile d'accès. Mais le problème, comme dans plein d'autres choses, et ceux qui font de la photographie ici, quand la photographie numérique est arrivée, tout d'un coup, il y a comme plein de gens qui se sont inspirés, qui sont improvisés photographes de mariage. Exemple, tu sais, la démocratisation d'une technologie ou d'une façon de travailler fait en sorte que la courbe d'apprentissage, la façon de commencer est plus facile. Malheureusement, c'est là que le neveu de la tante du cousin du CEO de la compagnie a fait du WordPress, puis c'est lui qui a pogné le contrat. Puis après ça, le client vient vous voir en pleurant 6 mois plus tard. Donc, c'est un peu pourquoi il y a plein d'histoires d'horreur, selon moi. On généralise, on s'en rappelle. Donc, notre objectif à tous et à toutes ici aujourd'hui, premièrement, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour y arriver. Premièrement, ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Je n'ai pas la vérité absolue, je n'ai pas la prétention de le savoir. Puis de toute façon, dans les à peu près 15 minutes qui nous restent, on ne la trouvera pas non plus. Puis je pense que même en fin de semaine, on ne la trouvera pas. Comme disait Brian, par contre, hier, Brian Rothstein, qui est un excellent présentateur, peu importe, qui fait une excellente conférence. WordPress, c'est quoi? C'est une famille, c'est une communauté. Puis collectivement, je pense que tout le monde peut, soit par soi-même, ou en discutant avec un collègue ou une collègue, ou comme Maxime disait tantôt, en se tournant à gauche ou à droite, parler avec son voisin de bureau, trouver une façon d'éviter que ça se produise. On doit prendre conscience que, excusez-moi, je vais lire un petit peu ici. Oups, je suis en train de spoiler le texte. On va juste prendre une petite pause comme ça, on va descendre. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que on n'est pas ici pour trouver la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement? On doit prendre conscience de la situation et peut-être faire un effort dans la même direction. Donc, c'est bien beau de dire que je veux couper les coins ronds pour améliorer ma marge de profit, ou parce que je pars en vacances, ou parce qu'on hérite le travail d'un autre et on n'est pas motivé ou quoi que ce soit. Mais au bout du compte, quand toi tu fais les raccourcis, ça te fait plaisir à toi. Quand tu hérites du travail de quelqu'un qui a pris des raccourcis, ça te fait plus plaisir. C'est moins drôle. De plus, je vais revenir chercher mon texte ici, excusez-moi. La priorité là-dedans aussi, il faut se rappeler, c'est qui? C'est le client. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement que c'est les premières victimes de tout ça. C'est les premiers à en sentir les effets néfastes. C'est eux aussi les grands oubliés. Je veux dire, moi, c'est bien beau de dire... ah, j'aime pas ça, ça me démoralise, puis j'aime pas ça, puis je me fâche, puis je fais de la programmation. Puis... Au bout du compte, c'est le client qui vient nous voir en pleurant, on généralise, et qui n'est pas content, et qui est un peu bouleversé par tout ça. Des situations comme on vient de discuter, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je dis que nous pouvons faire? Le mal est déjà fait, en fait. Il y en a beaucoup des situations de même, puis quand la personne vient de voir, le mal est fait, tu ne peux plus vraiment rien faire autre que le réparer. Par contre, dans d'autres situations où on va faire affaire avec des contracteurs, des collègues, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter que ça se produise? Bien, tu sais, on peut choisir son partenaire des fois un peu mieux. On peut ne pas aller sur Fiverr, pour prendre l'exemple de tantôt. On peut le rencontrer le plus tôt possible. On peut justement s'assurer que, tu sais, viens à mon bureau, je vais aller chez vous, on va se rencontrer dans un café, on va se parler, puis on va setter les attentes comme du monde, puis on va s'assurer qu'on travaille de la même façon. Tu sais, ça va peut-être prendre une demi-journée, mais ça va sauver beaucoup de maux de tête. Si on travaille, mettons, entre agences, ou avec une agence et une plus petite compagnie ou des sous-contractants, c'est important de déterminer c'est qui la personne contact, puis de quelle manière on va communiquer avec. Que ce soit Trello, que ce soit à Basecamp, que ce soit par email, que ce soit par message téléphonique, faut qu'on se parle. On définit les attentes. Comment définir les attentes? Ça, c'est quelque chose que j'ai fait, un travail que j'ai fait à mon agence actuelle,
où ce qu'on a fait un document, où ce qu'on fournit. C'est que si, mettons, dans un projet particulier, on travaille avec une agence autre, et on doit justement offloader du travail à eux autres, on a eu des mauvaises surprises dans le passé, puis je me suis dit, je veux pas que ça arrive, c'est dégueulasse. J'ai fait un document de 3 pages. J'ai enlevé les noms, juste par souci de confidentialité, pas faire de publicité gratuite. Donc, je commence ici, avec mon pointeur laser ici, des méthodes de programmation. Donc, je fais des références au codex. Je fais référence à TenOp. En passant, ceux qui font de la programmation ou de l'intégration sur GitHub, TenOp, et ont des références extraordinaires. Je spécifie c'est quoi les plugins ici que je recommande. C'est-à-dire WPML, Gravity Form, Contact Force 7, comment les utiliser, quand les utiliser. Pour pas justement que, quand je fais affaire avec une agence en sous-contraction ou un freelancer, je me ramasse avec un site, plein de plugins dont je n'ai pas les licences ou dont je n'ai jamais travaillé, que je ne pourrais pas faire le support par la suite. Et ensuite, juste ici, tout ça ici, je spécifie des techniques par rapport, des méthodes par rapport au contenu, les images, je m'assure que les images soient optimisées, que si, mettons, le thème est fait avec un thème commercial, par exemple, acheté sur TeamForest, que tout le contenu démo soit enlevé. Parce que ça ne fait pas très professionnel quand le client arrive dans un site, puis il y a comme des images de chaussures à talons hauts, alors qu'il vend des systèmes téléphoniques IP. Donc, un document de même, je peux vous en fournir une copie. Je ne l'ai pas avec moi en ce moment, c'est électronique, mais je pourrais vous l'envoyer. C'est que si jamais vous voulez me contacter plus tard, vous pourrez le faire. Je vous enverrai une copie, ça ne me dérange pas. C'est pas quelque chose qui est privé. T'sais, moi, ce que je considère qu'on fait pour l'écosystème WordPress et ce que je considère quand même open source, là, même si ce n'est pas du code. La 3e page, la dernière, ici, je spécifie comment, exemple, nous, on travaille avec les configurations de bases de données conditionnelles. C'est-à-dire différents environnements, c'est de même qu'on le fait. Et ensuite, ce que je rajoute des petits snippets dans WP-config. Comme ça, quand je reçois un projet, je sais comment il marche, je sais comment il est fait, puis je suis bien content, puis tout va bien aller. Là, je veux qu'on s'assoie. S'il y en a qui ont d'autres idées qu'ils veulent partager, c'est là le moment. Il nous restait environ 10 minutes tantôt. On a pas mal tous ici travaillé dans différentes sphères de du développement WordPress, que ce soit de l'utilisation à la livraison, à la correction. Est-ce qu'il y en a qui auraient des idées ou des solutions, ou des façons de faire que j'aurais peut-être pas énumérées, qui considèrent que c'est des bonnes solutions, qui voudraient les partager avec le groupe? Ça serait le temps. Je vais pouvoir les répéter au micro pour la caméra. Personne? Ah, il y en a 2 ici. On va commencer avec le monsieur ici à droite. Oui, Trello. Exactement. Oui, nous, on utilise Trello. En effet, notre ami ici suggérait, dans le fond, d'utiliser une plateforme comme Trello. C'est un peu un des points que je suggérais il y a quelques slides. Je vais essayer de la retrouver ici. Dans le fond, ici, déterminer la méthode de communication. Comme je disais, il n'y a pas une solution. Il y a plusieurs solutions. L'important, c'est juste de la mettre en application, puis d'y aller de façon concrète, puis d'y aller de façon, comme disait Maxime plus tôt, de la suivre, de ne pas abandonner en cours de chemin. Puis c'est sûr qu'il y a, comme au début, je mettais plein de buzzwords de technologie et tout. On peut commencer à dire utiliser Trello, mais si la personne l'utilise tout croche, je veux dire, on a beau avoir l'outil, ça ne va pas vraiment nous aider. Mais c'est vrai que Trello est un excellent outil. Nous, on l'utilise régulièrement. Puis il y avait une autre question juste à côté. Oui. Oui. Mm-hmm. Exact. C'est comme
Oui. Donc, ce que notre collègue disait pour les bienfaits de la caméra, c'est que les clients doivent ou vont, c'est comme immanquable, vont avoir ces espèces, ce qu'on appelle de growing pains-là, où ce que justement, ils vont avoir des histoires d'horreur. C'est comme ça un peu qu'ils vont eux-mêmes un peu s'éduquer, évoluer. Ce qui est vrai, on s'entend, tu sais, la fameuse histoire de petit garçon ou de la petite fille qui met la main sur le rond de poêle, là, ça c'est le même qui apprend. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire d'efforts pour éviter ou amoindrir ces histoires-là. Tous, en tant que personne qui œuvre dans le milieu, on peut faire tout notre possible. Puis c'est aussi il existe plein de conférences sur comment dire non à un client ou comment bien setter les attentes. Je crois que c'est vraiment important justement des fois de ramener un peu le client sur terre. C'est la job la plus tough et la plus plate qui existe parce que le client justement a des aspirations. Comme je dis, il va aller sur la Lune avec son site à 3 000 $. Mais c'est vrai qu'il va avoir des growing pains, il va être déçu. Mais je veux dire, c'est un peu ce qui arrive avec. C'est là que la conférence de Max était super intéressante à ce niveau-là. Vient un peu complémenter cette question-là. Il y a des gens qui vont justement sous-charger ou charger vraiment peu cher et ça va créer ça. Mais c'est que nous, en tant que professionnels qui chargent très cher, je généralise, on va éduquer le client pour justement s'assurer que le client comprenne ce qu'il y a pour son argent puis qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, pas justement dire je connais quelqu'un qui écrit WordPress tout croche qui me charge 250 $ pour mon site web complet. Je me rappelle même plus quoi ma prochaine slide. Bon, il me reste pas grand temps, c'est qu'on va essayer de ramener ça un peu sur un genre de recap. C'est quoi qu'il faut se rappeler? Donc, dans le fond, c'est de penser à son prochain. Ça vient un peu chercher ce que notre ami ici disait tantôt. C'est de penser à son prochain. Il y a des réalités, mais on fait tout en notre pouvoir lorsqu'on entame un projet avec un budget particulier, de dire je vais faire tout ce qu'il peut dans ce que je suis techniquement capable de faire pour que la personne qui va travailler sur le site après moi soit capable de bien travailler. On s'entend, s'il y a un projet à 3 000 $ de budget ou un projet à 75 000, la documentation technique ne sera pas du même niveau, mais 3-4 lignes de commentaires dans le code peut toujours aider quelqu'un. On rend service au programmeur ou à soi-même, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est peut-être nous-mêmes dans 6 mois qui va retravailler sur le site. Puis souvent, on peut avoir un workflow assez évolué, puis on va avoir travaillé sur 4, 5, 6 sites, puis quand on est 6 mois plus tard, on ne se rappelle plus trop ce qu'on a fait. Si on a coupé le coin rond en avant, on ne s'aimera pas trop après. Il ne faut pas oublier qu'un client qui est satisfait de son expérience va avoir un bon souvenir de son expérience, de son épopée, de son aventure WordPress. Il va partager son expérience avec d'autres gens, puis ça va être bon pour l'écosystème WordPress, ça va aller faire un effet boule de neige. Par contre, à l'inverse, si un client a été floué, a été froissé par son expérience WordPress, qui vient vous voir, qui a payé son site 20 000, puis qui vient de se faire coster un refactoring de 35 000, ça ne donne pas un bon goût dans la bouche, comme on dit. C'est pas quelque chose qui. Quand il va être dû pour refaire son site dans 3-4 ans, il va y penser 2 fois avant d'aller voir une agence ou un développeur WordPress. Il va peut-être se ramasser ailleurs, puis on va l'avoir perdu. Quand je dis on va l'avoir perdu, c'est pas juste moi, c'est pas juste l'agence sur laquelle je travaille. C'est nous en tant qu'écosystème, c'est nous en tant qu'industrie, c'est nous en tant que personnes qui travaillent avec WordPress. Donc, c'est vraiment eux, comme je disais tantôt, qui sont souvent les premières victimes, qui sont les oubliés dans cette situation-là. Ah, vous venez de me rappeler qu'est-ce qui se passe. Ouais. Je voulais vous remercier de m'avoir donné un peu de temps ce matin, de m'avoir écouté, d'avoir pu endurer ma conférence après la formidable conférence de Maxime. Honnêtement, la marche était vraiment haute. Mon nom est Guillaume Hamel. Je me considère chanceux de pouvoir dire que je gagne ma vie grâce à WordPress uniquement depuis 4 ans. C'était la première fois que je faisais un speech à WordCamp. Ça ne sera pas la dernière. Si vous avez des questions par rapport pour me rejoindre, tout est ici. Les slides, c'est le raccourci Google en haut. C'est que si jamais vous voulez revoir les GIFs animés ou les images que j'ai mis, vous allez pouvoir les trouver ici. Sur Twitter, je ne l'ai pas encore partagé sur Twitter, mais je vais le repartager tantôt. Et puis, si jamais il y a des questions, bien, ça serait. On a encore un peu de temps, je pense, pour les questions. C'est que gênez-vous pas. Au moins une. Il y a une surprise pour la personne qui va me poser une question. Oui? Comment ça fonctionne avec les gens qui sont réfractaires à ces méthodes-là? Quelqu'un qui est, par exemple, très protectif de ses idées, protectif de ses façons de faire, et qui voit cette approche-là un peu comme une menace. That's an excellent question. Donc, c'est beaucoup d'éducation, c'est beaucoup d'efforts, c'est pas facile. Puis, c'est là que c'est pas à la portée de tous. Puis, ça va sonner bizarre un peu. Moi-même, je m'inclus là-dedans. Ce qui fait un bon vendeur ou une personne qui est capable de te convaincre, genre un Tony Robbins de ce monde,
c'est qu'il va être capable de trouver l'information ou la façon de te partager l'information qui va te la faire comprendre. Donc, comment je peux expliquer ça? Nous, on a eu des situations justement où les gens étaient réfractaires. Ce qu'on a fait, on a fait des genres de use case, des scénarios. On dit, ben, regarde, voici ce qu'on te propose. Exemple, on va dire des chiffres complètement arbitraires. Le client a un site X. Nous, on estime qu'on va dire le projet est à 100 000 $. On fait évidemment, on généralise. Ce n'est pas des vrais chiffres. Le client fait « Ouh, moi j'avais 25 000 de budget, puis c'est ça, puis ça commence, puis là c'est « Whoop-a-lay ». Là tu fais comme « OK, parfait ». Là tu dis ben, on fait, donne-nous, mettons, on va dire 3-4 jours, on va retravailler nos affaires. Là on va dire « Je te fais une proposition à 25 000, voici ce que ça contient ». On garde celle à 100 000, puis on va y arriver, mettons, avec un compromis. On va dire voici ce qu'on fait comme compromis. Ça peut être, on va te le faire en plusieurs phases. Élise, justement, dans sa conférence hier, parlait de MVP, des produits viables, dans le fond, de viable product. Et tu dis, on va y aller par itération. C'est que tu vas analyser c'est quoi les besoins du client. Tu vas dire, c'est quoi tes priorités. On va commencer avec ça. Avec, évidemment, une page d'accueil, quand même pratique, une page d'accueil. Et après ça, on va y aller avec d'autres sections. Tu sais, puis après ça, on dit parfait. Là, on regarde tes Google Analytics, on voit c'est où tes statistiques, on voit c'est quoi qui roule, tes conversions. On va faire ça. Après ça, moi, je suis confiant de mon produit, je suis confiant de mon service. Je te garantis un ROI. On va chercher des petites notions dans la conférence de Maxime. Et que là, le client, il voit, oh, la personne avec qui je viens de faire affaire, comme il disait Maxime, il a mis sa bouche où est son argent. Et il a livré ce qu'il me dit. Donc, c'est sûr que ça va avoir coûté un petit peu plus cher, ou on va l'avoir fait à 25 000. Puis là, après avoir fait cette espèce de relation de confiance-là, mais la personne va dire comme, OK, je comprends, j'ai vu ce que j'ai pour mon argent, j'ai des retours, je vais en mettre plus. C'est sûr que là, c'est bien beau en théorie, ça a l'air, ça va toujours marcher. Non, malheureusement, ça ne marche pas toujours, mais des fois, il faut accepter que le client ne veut pas, puis c'est peut-être pas le client qu'il nous faut. C'est ça qui est quelque chose qui est très dur, surtout quand les gens commencent ou quand c'est des plus petites agences, c'est que des fois, il faut savoir ne pas prendre un client parce qu'on va le regretter plus à la fin. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, bien, bonne nouvelle, vous allez pouvoir aller manger plus vite. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de venir me voir.